d'un manque de communication. Pour Trajectoire 2018, le personnel est fortement inquiet sur comment vont se passer les fusions. Et pour nous, le projet semble complètement farfelu, puisqu'il n'est pas calqué sur la réforme territoriale. Ce n'est pas de la compétence, c'est que l'outil ne permet pas de travailler correctement. Alors, il est vrai que malheureusement, on a connu beaucoup de dysfonctionnements dans le cadre de la création du RSI et de l'issue. Et pourquoi? Parce que c'est une réforme qui a été, comme bien d'autres en France, mal préparée et mal conduite. C'est que ce régime, il est mal né. Résumons le RSI en quelques chiffres, à savoir, le RSI est le deuxième régime après le régime général, avec 2,8 millions de cotisants et 6,1 millions de bénéficiaires. C'est également 2 millions de retraités, 11 milliards de cotisations annuelles et 17 milliards de prestations. C'est un régime en pleine évolution. L'arrivée des auto-entrepreneurs en 2009 fait qu'à fin 2014, on comptabilise près d'1 million d'assurés supplémentaires, dont plus de la moitié sont actifs. L'âge moyen des travailleurs indépendants est de 45 ans. Il y a plus d'assurés de plus de 60 ans que de moins de 30 ans. Ceci s'explique notamment par le fait que beaucoup de travailleurs indépendants débutent par un emploi salarié. Parmi les nouveaux assurés du RSI, plus de 35% sont auto-entrepreneurs. Le revenu mensuel moyen est de 2 600 €, mais il est seulement de 460 € pour les auto-entrepreneurs et il est de 3 100 € pour les autres entrepreneurs. Le faible revenu des auto-entrepreneurs s'explique également par le fait que pour certains, il constitue un revenu complémentaire à une activité salariée. Mais ces différents chiffres ne sont pas sans conséquence sur les difficultés que rencontre le RSI. En effet, les pouvoirs publics, en favorisant la création d'entreprises et notamment le statut de l'auto-entreprise, ont voulu répondre à un besoin, mais ont insuffisamment pris en compte la situation de l'époque et surtout celle des années qui avaient suivi. La profession d'indépendant doit être un choix réfléchi et volontaire de la personne qui se sent une vocation d'entrepreneur et qui, après avoir étudié le marché ambiant, fait un business plan, pris des conseils auprès de chambres d'artisanat d'industrie, auprès d'un cabinet d'experts comptables, éventuellement auprès d'une organisation professionnelle, va pouvoir mettre en œuvre son projet. Or, la situation économique, la difficulté de trouver un emploi salarié ou le fait de se retrouver au chômage a contraint un certain nombre de personnes à devenir travailleurs indépendants. De fait, beaucoup d'entre eux, mal préparés, mal conseillés, quelque temps après la création de leur entreprise, se sont retrouvés dans une impasse avec toutes les conséquences catastrophiques que cela a entraîné. Imaginez la situation de quelqu'un qui annuellement perçoit moins de 20 000 € de son activité et à qui le RSI en demande près de la moitié au titre des diverses cotisations. Cette situation nous a été décrite par les associations que nous avons entendues. Mais est-ce de la responsabilité du RSI? À notre sens, certainement pas. C'est plutôt l'expression visible d'une situation qui n'aurait jamais dû voir le jour. Mais revenons au RSI. Au sortir de la guerre de 39-45, l'objectif des politiques de l'époque était de créer un grand régime de sécurité sociale, de protection sociale, permettant à chaque citoyen de bénéficier des prestations selon ses besoins et de cotiser selon ses moyens. Les commerçants, artisans, professions libérales n'avaient pas souhaité entrer dans cette logique et avaient préféré s'organiser sous des régimes qu'ils estimaient plus adaptés à leur spécificité des travailleurs indépendants. Ainsi furent créés la CANAM, la CONCAVA, l'Organique, la CNAF-PL. En 2006, les ministres en poste ont regroupé 3 organismes, CANAM, CONCAVA et Organique, en un seul, le RSI, Régime social des indépendants. Pour à la fois simplifier leur
l'organisation tout en reconnaissant la spécificité de ces travailleurs. L'interlocuteur social unique, dit ISU, a ainsi vu le jour. Chaque assuré ne devait plus avoir qu'un seul interlocuteur, qu'il s'agisse du paiement de ses cotisations, de ses prestations maladie ou de ses prestations retraite. Cette nouvelle organisation a essentiellement affecté les artisans et commerçants, mais assez peu les professions libérales. Avant la réforme, comme le montre la diapositive qui est projetée, les cotisations étaient collectées par 3 organismes différents, URSSAF, CONCAVA ou Organique. Les organismes conventionnés selon la destination de la cotisation. Après la réforme, un seul collecteur, l'ISU, qui est en fait l'URSSAF qui collecte pour le compte du RSI. Quant aux prestations, avant la réforme pour les retraites, c'était la CONCAVA ou l'organique qui les versait selon qu'on était artisan ou commerçant. Aujourd'hui, c'est le seul RSI. Pour la maladie, ce sont toujours les organismes conventionnés qui opèrent les versements, mais ils étaient conventionnés avant avec la CADA et aujourd'hui ils le sont avec le RSI. Alors, quel est le constat que le CESE fait à ce jour de la situation? Nous sommes depuis plusieurs années dans une crise économique et financière qui a touché l'ensemble des personnes actives ou retraitées. Les commerçants, les artisans, les professions libérales n'ont pas plus été épargnés que les salariés. Le premier constat montre que le régime n'est pas à l'équilibre, 11 milliards qui rentrent contre 17 milliards qui sortent, le tout compensé par le régime général. 65% des travailleurs indépendants déclaraient lors d'une enquête IFOP en 2013 que leur chiffre d'affaires avait baissé du fait de la crise. En 2014, près de 15% des assurés ont bénéficié de délais de paiement et 35 millions de cotisations ont été prises en charge par l'action sanitaire et sociale du RSI. Au-delà du constat généraliste sur la situation économique des travailleurs indépendants, notre section a relevé 4 sujets clés qui nécessitent des préconisations d'amélioration. Le premier sujet est celui de la politique de recouvrement. La mise en place de l'ISU a entraîné une perte de cotisation pour le RSI estimée entre 1 et 1,5 milliard d'euros, selon que ce soit les données du RSI ou la Cour des comptes. Il reste à recouvrer cumulé de 2007 à 2013 s'est élevé à 10,9 milliards. En 2015, le taux de reste à recouvrer reste encore important. Pour nous, il est indispensable d'améliorer le recouvrement. Pour cela, il faut mettre en place une vraie stratégie de recouvrement avec une clarification des courriers, une procédure amiable maintenue avant le retour à l'huissier. Par contre, le retour à la procédure de taxation d'office pour les cotisants qui refusent de déclarer leurs revenus doit être durci et il est nécessaire d'améliorer les contrôles, notamment par un échange de données avec la Direction générale des finances publiques. Des indicateurs portant sur les contrôles devraient être prévus dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion que le RSI va signer avec l'État. D'autre part, face à des modalités de recouvrement complexes, puisque le montant de cotisation a été calculé sur le revenu de l'année N-2 et la régularisation pouvait se faire jusqu'à l'année N+1, le RSI a mis en place un système dit 3 en 1 qui modifie les règles de calcul des cotisations. Ce sont les revenus de l'année N-1 qui sont pris en compte pour les appels de l'année N et le cotisant, à travers son compte en ligne, a la possibilité de faire modifier ses mensualités en fonction de ses revenus de l'année en cours, et cela sur 12 mois et non plus sur 10. Il peut également obtenir des délais de paiement et s'il a trop versé, il est remboursé dans le mois qui suit. Ce système est beaucoup plus adapté pour des revenus variables d'une année à l'autre. Certains de nos auditionnés souhaitent aller plus loin avec la mise en place de l'autoliquidation
qui consiste à payer ses cotisations dès que le travailleur indépendant a connaissance de ses revenus du trimestre. Pour nous, dans ce cadre, il nous paraît important sur ces sujets que le RSI fasse connaître par une campagne d'information à ses assurés les possibilités de révision de ces cotisations. Il faut qu'il y ait une réelle évaluation du 3 en 1 avec une mise en place des améliorations possibles. Parallèlement, il faut étudier la faisabilité d'une expérimentation d'autoliquidation et mesurer avantages et inconvénients de cette procédure. Enfin, il est nécessaire de n'avoir qu'un seul site de saisie pour les déclarations, que ce soit des revenus ou des dividendes. Le deuxième sujet clé concerne plus spécifiquement les cotisations représentant une grande part des contestations contre le RSI. Actuellement, il existe 5 assiettes de cotisations différentes. Si le revenu du cotisant est en dessous de l'assiette considérée, il paye un forfait. S'il est au-dessus, il paye proportionnellement à son revenu. Ce système est très pénalisant pour les revenus très faibles qui, par exemple, en termes de retraite, ne peuvent valider que 2 trimestres par an. Vous imaginez, par exemple, une personne qui a tenu un petit commerce toute sa vie en travaillant plus de 55 heures par semaine et qui, arrivé à l'âge de la retraite, se sera constitué une retraite inférieure au minimum vieillesse. Le RSI propose de revenir à une seule assiette de calcul pour tous les risques qui permettrait de valider pour la retraite non pas 2 trimestres mais 3. Le RSI propose également de supprimer la cotisation minimale requise pour la maladie. À ce jour, celle-ci est de 247 €. Pour notre section, le passage à une assiette au lieu de 5 actuelles paraît être une bonne mesure à condition d'évaluer son impact financier réel, que ce soit pour le RSI ou les assurés. Par contre, nous sommes opposés à la suppression de la cotisation minimale maladie pour son coût, environ 40 millions d'euros, et par équité vis-à-vis de l'ensemble des affiliés d'autres régimes qui ont soit payé une cotisation minimale comme la MSA ou les étudiants, soit une obligation de travailler un certain nombre d'heures pour s'ouvrir des droits comme les assurés du régime général. De même, il serait par équité normale de ne pas conditionner l'attribution d'une pension de réversion complémentaire au revenu du conjoint survivant. Le troisième sujet qui nous a retenu vise l'organisation interne du RSI. Cette organisation cristallise les dysfonctionnements autour de 3 enjeux: le maillage territorial des caisses, les systèmes d'information et les ressources humaines. Cela s'est traduit par des appels à cotisation non justifiés, des relances indues, du retard dans le versement des retraites, l'impossibilité pour les assurés de communiquer avec le RSI et d'avoir un interlocuteur fiable, la réception de courriers illisibles, tous à l'antenne du RSI émanant des URSSAF et des organismes conventionnés. Dans l'organisation elle-même, le partage des tâches entre RSI, URSSAF et organismes conventionnés n'est pas toujours fonctionnel. Le RSI a un projet de restructuration, Trajectoire 2018, qui regroupera plusieurs caisses entre elles. De 23 caisses en métropole, on passera à 13. Mais ce découpage géographique, s'il ne se comprend pour obtenir des organismes d'une taille justifiée, ne se superpose ni avec le découpage prévu par la loi NOTRe, ni avec l'implantation géographique de ses partenaires. Pour notre Assemblée, il nous paraît indispensable, avant toute nouvelle restructuration, de vérifier la pertinence des diverses mesures déjà effectives et de les évaluer, qu'il s'agisse des réponses téléphoniques ou du rôle des médiateurs de terrain. De plus, avant la mise en place de Trajectoire 2018, il faut étudier la pertinence du maillage acté par le RSI par rapport à celui prévu par la loi NOTRe et suivre sur la base d'indicateurs la faisabilité du projet Trajectoire à l'échéance 2019. Compte tenu du retour d'expérience de la création à marche forcée des vigies, nous sommes très prudents, d'autant que les systèmes informatiques sont loin d'être stabilisés. Repousser l'échéance Trajectoire à 2020 nous paraît raisonnable,
L'image du RSI de plus a besoin d'être dans ce contexte revalorisée par un plan de communication percutant. En ce qui concerne les systèmes d'information, leur dysfonctionnement a été à l'origine la cause principale des difficultés rencontrées par le RSI. Les trois caisses qui ont composé le RSI n'avaient pas de système informatique compatible entre eux. De même, celui de la COS n'était pas adapté au recouvrement pour un individu. La mise en place de l'ISU s'est faite sans une vraie réflexion préalable portant sur les difficultés liées au système informatique. Aujourd'hui encore, l'ISU utilise une dizaine d'applicatifs différents pour gérer les droits des assurés et le RSI et la COS ont dû mettre en place des solutions palliatives pour régler les cas complexes, comme des équipes mixtes venant des deux organismes. Tant que l'architecture des systèmes ne sera pas transformée, les dysfonctionnements perdureront. Pour nous, la rénovation des systèmes informatiques est indispensable et cruciale. Le RSI doit investir sur ces systèmes d'information afin de poursuivre l'adaptation des outils aux besoins. L'outil doit prendre en compte l'ensemble des missions du RSI et être interopérable avec celui de la COS. Nous préconisons un audit préalable des systèmes d'information et nous pensons que cet audit s'impose. La COS, dans la refonte de son système SNMV2, devra tenir compte de l'interopérabilité de ses applications avec celles du RSI. Concernant plus précisément les retraites, il serait nécessaire d'optimiser le logiciel Azure afin de favoriser une liquidation des retraites plus rapide et éventuellement de mettre en place des pré-liquidations avec des régularisations postérieures. Toujours au sein du RSI, nous avons pu noter une situation des ressources humaines tendues. Les agents expriment une réelle souffrance, notamment ceux en contact direct avec les assurés. De plus, ils se plaignent de l'information tardive qu'ils ont des décisions prises en conseil d'administration et qui impactent leur activité au quotidien. Les médecins conseils, trop peu nombreux, ne peuvent consacrer le temps nécessaire au plan de prévention, réelle valeur ajoutée du RSI vers ses cotisants. Pour nous, en préconisation, il faut qu'il y ait un représentant des salariés du RSI au sein du conseil d'administration, comme c'est le cas au régime général et à la MSA. Il faut également un gel de réduction des effectifs régionaux dans la prochaine convention d'objectifs et de gestion. Il faut revoir la répartition des effectifs de la Caisse nationale et des caisses régionales pour un meilleur service aux assurés. Enfin, le dernier sujet clé, mais non des moindres, concerne la prévention et l'accompagnement. Le RSI est dans le domaine de la prévention tout à fait à la pointe de ce qui doit être fait. Plusieurs programmes, tant en direction des actifs que des retraités, ont été lancés et expérimentés. Il faut absolument continuer dans cette voie et généraliser les plans en cours. Par exemple, 88% des assurés qui ont eu une consultation dans le cadre d'une exposition à un risque professionnel ont eu une pathologie de diagnostiquer et ont donc pu être traités. Il faut également se doter d'un service médical performant en stabilisant le nombre de médecins conseils et en envisageant une mutualisation avec les autres régimes. Enfin, l'accompagnement des travailleurs indépendants est un enjeu majeur pour l'avenir du système. Pour le CESE, il faut les accompagner avant leur installation. Il faut former les personnes désireuses de créer une entreprise à la création et à la gestion d'entreprise. Des cahiers des charges doivent être adaptés pour répondre aux besoins. Ces formations devront être labellisées. S'assurer aussi lors de l'orientation d'un chômeur par Pôle emploi que la personne possède bien les connaissances juridiques et comptables pour créer son entreprise en plus de son métier. Il faut mobiliser l'ensemble des acteurs pour assurer l'information dont a besoin le créateur d'entreprise et la visibilité du montant des cotisations qu'il aura à payer. Il faut rendre accessible à tous le moteur de calcul des cotisations du Conseil national de l'ordre des experts comptables, qui est aujourd'hui activé que pour les experts comptables,
Il faut également faire connaître les consultations de conseils gratuites de ces mêmes experts comptables. Enfin, il nous paraît nécessaire de retracer l'ensemble des formations et des séances de conseil qu'a eu le travailleur indépendant dans un passeport qu'on pourrait appeler compétences création d'entreprise pour appuyer éventuellement des demandes de financement auprès des régions ou auprès des organismes bancaires. Il faut également suivre les indépendants dans les premiers temps de l'installation. Pour ce faire, le RSI doit se doter d'indicateurs pour déceler d'éventuelles faiblesses de l'entreprise. Il faut faire connaître les permanences du centre d'information sur la prévention des difficultés de l'entreprise, ainsi que faire connaître les structures de portage, les coopératives d'activité et d'emploi. Il faut également dépister les fragilités de l'individu en anticipant les risques psychosociaux par les enquêtes appropriées aux spécificités du travailleur indépendant et en faisant suivre également par les médecins conseils les pathologies des travailleurs indépendants pour anticiper également les risques qui peuvent avoir une répercussion sur l'entreprise. On va vous projeter quelques idées émanant des personnes auditionnées. Il y a eu un certain nombre d'améliorations, il ne faut pas le nier, des améliorations sur les comptes, la gestion des comptes cotisants. Effectivement, il y a une internalisation, c'est-à-dire que ce sont les salariés du RSI qui vont pouvoir répondre directement en ayant accès. C'est-à-dire que l'assuré pourra avoir un interlocuteur formé, compétent, ayant accès à la totalité des informations. On peut dire qu'il y a eu des améliorations au niveau des cellules RSI URSSAF qui ont quand même résolu pas mal de dysfonctionnements concernant les appels de cotisation qui ont été faits injustement et à tort par certains assurés. En conclusion, après cet exposé dans lequel nos préconisations peuvent faire l'effet d'un catalogue à la couverte, je rappelle les trois qui paraissent indispensables pour que le RSI continue à travailler sur des bases solides. Tout d'abord, faire de la refonte des systèmes d'information la priorité. Ensuite, accompagner le travailleur indépendant avant la création de l'entreprise et pendant le développement de celle-ci, afin qu'il ne se trouve jamais dans une impasse irréversible. Troisièmement, ne pas se lancer dans une nouvelle restructuration sans avoir consolidé les fondations actuelles. Notre seule préoccupation tout au long de l'élaboration de cet avis a été de trouver des préconisations pour permettre au RSI de perdurer. Je voudrais remercier les membres de la section qui m'ont accompagné dans ce challenge. Je voudrais également remercier le président Fondard et l'équipe de nos administrateurs, Marie-Grâce, Guillaume et Basile. Et je vous remercie de votre attention. Merci madame la rapporteure. Je vais inviter maintenant madame la ministre à bien vouloir s'exprimer, puis ensuite je solliciterai, s'il le souhaite, l'intervention du président Cardot et enfin celle de monsieur le député. La parole est à madame le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les membres de la section des affaires sociales et de la santé, Monsieur le député Fabrice Verdier, Monsieur le sénateur Jean-Noël Cardou, Monsieur le Président du RSI, Monsieur le Directeur général du RSI, Mesdames et Messieurs les Présidents, j'aimerais tout d'abord vous remercier de votre invitation à m'exprimer pour la remise de votre avis sur le régime social des indépendants. Notre Constitution prévoit à son article 70 que le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère, bien évidemment économique, social ou environnemental. Je tiens à saluer l'initiative de Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, représenté ici par Monsieur Godefroy. Il était important que cette Assemblée, réunissant l'ensemble des forces vives de la nation, des représentants sociaux dans toute leur diversité politique, sociale et syndicale, s'exprime. Le Premier ministre a confié le 8 avril aux députés de Fabrice Verdier et Sylvia Bulto une mission sur le RSI. Le rapport dont nous recevions hier, la version finale, est bâti sur des propositions concrètes et pertinentes.
Elles trouveront rapidement leur mise en œuvre au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale et de 2016 et de la convention d'objectifs et de gestion pour 2016-2019. Nous avons tous conscience des dysfonctionnements du RSI, du mécontentement des travailleurs indépendants qui appellent à plus d'humain, à plus de qualité de service, plus de lisibilité et plus de compréhension. Mais il y a aussi des impasses financières engendrées par des erreurs d'appel à cotisation ou bien d'être perçues. Tout cela rappelle l'urgence de changer la donne et merci au Conseil économique et social d'y contribuer. Vos travaux sont d'une grande qualité et nous partageons un certain nombre de recommandations. Le régime social des indépendants est au cœur des préoccupations du gouvernement. Nous avons, avec le Premier ministre, la ministre des Affaires sociales et sanitaires, le secrétaire d'État au budget, manifesté régulièrement notre action et j'y reviendrai. Les réformes faites entre 2008 et 2010, votre rapport le souligne et je le partage, étaient de belles idées de simplification avec des objectifs louables. Pourtant, après sa mise en œuvre, la Cour des comptes a qualifié cette ambition administrative dans son rapport de 2012 sur la sécurité sociale de catastrophe industrielle. Le RSI a été créé en 2006 par la fusion de 3 caisses. Une première crise est née suite à des délais élevés de liquidation des retraites, des transmissions difficiles d'informations entre les réseaux, des trop-perçus du paiement des charges. Afin de rompre avec cette situation, de pallier les manquements du régime et d'apaiser les tensions, l'interlocuteur social unique a été mis en place en 2008. Cette méthode a dégradé de façon manifeste la qualité du service rendu aux assurés et a fini de faire le lit d'une crise de confiance et de défiance des professionnels envers leur régime. La mise en œuvre des recommandations de la Cour a permis de mettre fin aux dysfonctionnements les plus massifs, comme le relève le rapport sénatorial de la mission d'évaluation de contrôle de la sécurité sociale du 11 juin 2014, déposé par M. Gardou et Godefroy, intitulé RSI, 8 ans après la réforme, restaurer la confiance. Ces progrès ont été notamment rendus possibles par la mise en place d'une organisation partagée entre les caisses du RSI et les URSSAF, qui assure conjointement le recouvrement des cotisations dans le cadre de l'ISI. Un travail d'amélioration des services a été engagé pour renforcer les moyens de mise en relation entre les assurés et les organismes. Et le système informatique a d'ores et déjà été amélioré, même s'il reste fort à faire et on peut le constater. Sur proposition des administrateurs, le mode de calcul a été simplifié. Ainsi, afin de mieux prévoir les cotisations et d'éviter les effets de décalage entre les revenus perçus et les cotisations, nous sommes passés d'un calcul sur l'année N-2 à l'année N-1. Par ailleurs, le recouvrement est maintenant effectué, Madame le disait tout à l'heure, sur 12 mois au lieu de 10. Les soldes créditeurs sont remboursés en moyenne en 1 mois. Des délais de paiement sont accordés par le biais de l'action sociale du RSI. Les cotisations provisionnelles peuvent être recalculées pour être adaptées à la situation actuelle des travailleurs indépendants. Sur ce sujet, nous faisons le choix de la prévision, de la modulation et de la lisibilité afin de sécuriser l'assuré sur les risques de sous-estimation des cotisations dues. Vous allez plus loin en proposant l'expérimentation de l'autoliquidation. Il n'est pas certain que l'ensemble des conditions soient réunies. C'est pourquoi, plus qu'une expérimentation, nous avons besoin d'une expertise. Elle sera demandée dans les jours prochains. Nous avons simplifié mais aussi diminué les cotisations pour donner du souffle aux entreprises à travers le pacte de responsabilité et le CICE. Par le loi artisanat commerce TPE, la cotisation minimale maladie est passée le 1er janvier 2015 de 976 à 246 €, soit 730 € d'économie pour 90% des affiliés. Pourquoi ils n'ont pas fait avant? L'engagement du gouvernement en faveur de 6 millions d'affiliés constants et proactifs.
Nous accomplissons également des changements opérationnels pour que les demandes soient mieux traitées plus rapidement. Je pense à la réinternalisation de la plateforme téléphonique du RSI. Nous avons remplacé l'indemnité de départ à la retraite, qui ne répondait plus à son objectif social, par l'accompagnement au départ à la retraite. Cette aide extra-légale tient mieux compte de la situation personnelle des artisans et commerçants. Vous le voyez, en responsabilité, nous suivons par des indicateurs précis, au travers de la conversion d'objectifs et de gestion, l'amélioration progressive du fonctionnement du RSI. Ces mesures que j'évoque brièvement et de manière non exhaustive sont le fruit d'un travail conjoint avec l'ensemble des agents du RSI, le président Quévillon et son directeur général, Stéphane Sellier, et je tiens à les en remercier. Le gouvernement n'a jamais souhaité supprimer le RSI, au contraire. Nous avons rappelé notre attachement à l'autonomie du RSI en 2014 lors de l'adoption du pacte de responsabilité. Lorsque la décision de supprimer la C3S a été prise, le gouvernement a choisi d'intégrer financièrement le RSI au régime général sans toucher son organisation. Cette disposition sécurise juridiquement le RSI et avance la compétitivité des entreprises. Nous sommes convaincus de la nécessité d'offrir aux chefs d'entreprise un régime adapté à leurs spécificités. À la différence des salariés, les revenus des chefs d'entreprise sont soumis aux aléas de la conjoncture économique. En cas de baisse de leur activité, leurs rémunérations peuvent diminuer fortement. La stratégie pour leur entreprise peut les amener à opérer des arbitrages entre revenus, charges et investissements et ajuster dans ce contexte leur rémunération. En outre, les chefs d'entreprise doivent assumer toutes les facettes de leur activité, y compris dans ces aspects de gestion et d'administration. Aux côtés des experts comptables, leur organisme de protection sociale a un rôle primordial à jouer en matière de conseil, de la création à l'accompagnement, en passant par le développement de l'activité. Il a également un rôle d'accompagnement des travailleurs indépendants en difficulté par l'action sanitaire et sociale et de conseil au moment notamment du départ en retraite. Aujourd'hui, toutes les actions significatives que j'ai évoquées doivent être consolidées pour qu'elles produisent tous leurs effets et qu'un lien de confiance entre les assurés et le RSI puisse durablement s'installer. La mission parlementaire a rendu une première étape du rapport, ce qui a permis dès le 9 juin de prendre 7 premières mesures à l'occasion du plan pour l'emploi dans les TPE et PME. Le 25 juin, nous annoncions avec Marisol Touraine et Christian Eckert 20 mesures opérationnelles et concrètes. Le gouvernement s'engage donc dans un nouveau pacte social et républicain pour les 6 millions d'affiliés. J'entends par ce pacte l'exigence même des deux principes fondamentaux de la sécurité sociale, la solidarité nationale et l'universalité. Ils sont inscrits dans les textes fondateurs que sont la Constitution de 1958, le traité de l'Union européenne et le Code de la sécurité sociale. Cette obligation permet ainsi à toute personne travaillant en France, quelles que soient ses ressources ou son état de santé, de cotiser à due proportion de sa capacité contributive pour bénéficier de prestations sociales. Nous engageons 2 chantiers pour l'ensemble des travailleurs indépendants à l'occasion du projet de loi pour la sécurité sociale 2016. Un régime de protection sociale plus juste et plus équitable vis-à-vis du régime des salariés. Les mesures issues du rapport final remis hier au Premier ministre vont dans ce sens. Tous ces engagements sont un écho aux attentes des assurés. Une plus grande simplicité des démarches pour alléger les formalités et leur faire gagner du temps. Une communication plus fluide et accessible avec leurs interlocuteurs, qu'ils soient ceux du RSI ou des URSSAF, par la restructuration des courriers et le déploiement du système informatique. Une détection, un accompagnement personnalisé des situations difficiles et une réponse graduée en fonction de la situation individuelle par les médiateurs. Un travail collectif entre le RSI et ses partenaires
partenaires pour mieux informer et mieux communiquer sur leur protection sociale, les règles et leurs droits. Vous l'aurez compris, notre ambition, celle du gouvernement, n'est pas d'engager un chantier industriel alors que le régime commence à connaître à nouveau une dynamique positive. Au sein du projet Trajectoire 2018, le conseil d'administration du RSI a adopté le projet de fusion des caisses. Il se fera entre 2015 et 2018 pour être effectif au 1er janvier 2019. Cette décision a pour but de réduire les coûts de gestion et de réorganiser de façon pragmatique les forces en présence. Cette fusion est préparée depuis longtemps par les directeurs des caisses. La régionalisation du réseau, votée début 2015, n'implique pas dans l'immédiat de modification des conditions d'accueil des assurés. Je sais pouvoir compter sur l'engagement des administrateurs du RSI pour élaborer, en lien avec les mesures gouvernementales, un régime proche, disponible pour ces assurés, en synergie avec ses partenaires. Je conclurai le propos en vous disant que l'ambition est partagée de prendre des mesures concrètes, opérationnelles et immédiatement perceptibles par les affiliés. Un comité de suivi sera mis en place afin d'en garantir la mise en œuvre et d'en mesurer les résultats. Nous avons une feuille de route qui se résume en 4 mots: lisibilité, simplicité, accessibilité, équité, qui sont autant de caps à suivre. Je vous remercie de votre travail qui alimentera nos débats. Les artisans et les commerçants savent que nous sommes ensemble au rendez-vous. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vais demander au Président Jean-Noël Cartou, qui représente le Président Gérard Larcher et qui préside aussi la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Monsieur le Président, nous avons témoigné au Président Larcher lors d'un entretien l'intérêt que nous portions à ces saisines parlementaires. Sans plus attendre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues parlementaires, députés et ensemble des conseillers. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est à l'initiative du Président Larcher que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui, que vous débattez aujourd'hui sur le rapport sur le fonctionnement du RSI. Et je crois que c'est tout à fait approprié. Et je peux bien sûr y être en tant que président d'annexe, mais aussi parce qu'avec le sénateur Godefroy, nous avons élaboré il y a un peu plus d'1 an un rapport que Madame la Ministre a cité tout à l'heure sur les dysfonctionnements du RSI 8 ans après. Alors, je vais essayer d'être bref et de concis. Je dis tout de suite que je suis à 95% en accord avec tout ce qui a été dit auparavant sur le constat et sur les préconisations, aussi bien par Madame le rapporteur que par Madame le Ministre, et que ça recoupe une partie de ce que nous avions constaté dans nos travaux avec mon collègue Godefroy. Pour commencer, je dirais que parmi les interlocuteurs, les propos du secrétaire général de l'UPA, M. Urban, sont tout à fait significatifs. Il a dit dans son propos liminaire que c'était une réforme pas préparée et pas suivie. Il y a effectivement eu entre 2006 et 2008 aucune évaluation d'amont, aucune étude de faisabilité, et quand la réforme a été mise en place, il n'y a eu aucun suivi et évaluation d'aval pour voir la mise en place et si le système fonctionnait. Et la première chose qu'on a constatée, a posteriori, quand nous avons travaillé dessus, eh bien, c'est que les principaux interlocuteurs, c'est-à-dire les caisses des travailleurs indépendants qui étaient fusionnés dans le RSI pour le recouvrement, et l'organisme de recouvrement du régime général, la COS, eh bien, ne se sont pas parlé pendant plusieurs années. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive à fonctionner sur un texte élaboré récemment alors que les principaux interlocuteurs ne se parlent pas? Donc c'est le premier constat que nous avons fait et nous en avons tiré des conclusions. Seconde remarque que je ferai, et là je pense que dans la communication avec les manifestations que nous connaissons actuellement, il faut bien différencier 2 choses. Le poids des charges sociales par rapport aux prestations servies pour les professions indépendantes et le fonctionnement et le dysfonctionnement du RSI. Ce sont 2 choses différentes.
Et la plupart des manifestants, bien entendu, qui ne sont pas au courant du détail des textes, mélangent ces choses et il faut totalement différencier ces problèmes-là. Voilà, donc les indépendants sont des abrutis en fait. Vous êtes tous des gens informés, vous savez, mais que les encore un homme cotisations politique qui nous fait la sociales leçon. des indépendants et des prestations de services sont inférieures, dans les deux termes, à celles des salariés. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Seulement, le problème, c'est qu'une profession indépendante cotise à la fois le régime employeur et le régime salarié. Ah oui, puis il travaille 3 fois plus aussi. Plus important par rapport à un salarié. Alors les salariés, vous le savez, c'est l'employeur qui retient les cotisations en précompte et qui les reverse aux organismes sociaux. Imaginez un instant que pour telle ou telle raison, c'est une vue d'esprit, un jour on dit aux salariés, on vous verse votre salaire brut et c'est vous qui reversez les cotisations aux organismes sociaux, je ne donne pas longtemps avant qu'on ait des manifestations identiques. Je pense que si je dis cette chose-là, c'est pour se rendre compte de comparaison entre les deux choses. Alors, dans tout ce qui est préconisé, vous avez entendu, Madame la Ministre, j'ai entendu aussi un certain nombre de parlementaires qui font des propositions. On est plus dans un allègement, dans une modification, une réforme des cotisations et des prestations des professions indépendantes que dans une réforme, proprement dit, du système du RSI. Et ça pose le problème qu'on entend, dont on discute depuis la fin de la guerre, depuis 1946, c'est le problème de l'universalité de la sécurité sociale. Et cette universalité de la sécurité sociale, tout le monde le souhaite, mais quand nous sommes au pied du mur, eh bien là, il y a des difficultés. En tous les cas, si mes informations sont exactes, les professions indépendantes ne souhaitent pas que leur régime particulier soit intégré au régime général, et ça pose peut-être juste qu'il soit supprimé, c'est tout. De négociation. Donc voilà des remarques liminaires que je voulais faire. Une autre remarque de fond, qui réside dans le propos que j'ai tenu au début sur ces interlocuteurs qui ne sont pas parlés, eh bien, c'est qu'avant de mettre en œuvre des réformes importantes dans le fonctionnement du RSI, il va falloir trouver une solution pour les systèmes d'information, pour les régimes informatiques. Dans un premier temps, la COS, qui a mis à sa disposition son outil informatique à la disposition du RSI, se disait on va faire un logiciel spécifique RSI, ça va être très simple, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas pu le faire. Et maintenant la COS a levé le pied, après avoir repoussé des délais de délai en délai, ce qu'avait souligné la Cour des comptes, et maintenant il n'est plus question de faire un logiciel adapté au RSI, il est question de refondre l'ensemble du logiciel de la COS, ce qui est un travail considérable, extrêmement coûteux. Et toutes les réformes de fond du fonctionnement du RSI ne pourront pas être mises en œuvre avant qu'on ait trouvé une solution informatique. Il faut le dire parce que c'est la vérité. Alors maintenant, pour ne pas être trop pessimiste, eh bien c'est vrai que tout le monde a mis du sien. Je pense que les auditions que nous avons pratiquées au Sénat, qui ont été relayées après pour nos collègues députés auprès des interlocuteurs, ont permis d'avancer tout doucement, de faire prendre conscience. Les interlocuteurs ACOS et RSI se parlent à nouveau, des cellules ont été constituées, et sous l'impulsion du président et du directeur du RSI, même si rien n'est parfait, il y a encore beaucoup de dysfonctionnements, mais nous avons avancé depuis un an et demi. Mais en revanche, c'est le dernier point sur lequel je voudrais intervenir sans être trop long, eh bien, c'est qu'il y a un gros problème de communication. Dans ce pays, on fait des textes, on les vote, on ne les applique pas parce qu'ils ne sont pas portés à la connaissance de ceux qui en bénéficient. Oui, alors, comme les textes de 93 et de 2001, par exemple. Quelques exemples. Madame le ministre a fait allusion à la limitation des provisions à faire pour le RSI. Depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2011, il est inclus dans le texte que tout redevable du RSI, lorsqu'il constate que l'appel de cotisation qui lui est fait dépasse celles qui sont calculées sur le revenu de son ANN, sur la unité en cours, s'il est capable de le déterminer, peut être réduit sous sa responsabilité. Ça existe depuis 2011. Jamais personne ne l'a appliqué. Qu'est-ce qu'il parce que ce parti si ça ne correspond pas à ce qu'on doit payer. Alors peut-être que là, je dis aux dirigeants du RSI, moi quand je les avais dit qu'il faut appliquer ça, oh ben oui, mais c'est pas très chaud. Donc quand on les a entendus dans nos auditions, ils ont pris l'engagement, et je sais qu'ils l'ont tenu,
que lorsqu'ils envoient une provision, il y a un petit dépliant en dessous qui indique aux assujettis qu'ils ont la faculté d'utiliser ce système, et je crois qu'il faut l'utiliser. Et ça, je pense que ça aurait été de nature à grandement calmer le jeu, parce qu'on n'aurait pas eu ces décalages de cotisation et ces remboursements importants. Calmer le jeu. Autre chose que l'on ne sait pas. Incroyable. Et ça, normalement, il suffit d'appliquer les textes. Ce monsieur veut calmer le jeu. Un artisan et commerçant de profession libérale arrête ses comptes un 31 décembre d'une année. Le résultat qu'il a dégagé est générateur de cotisation de RSI. Il a la faculté fiscalement, s'il fait le calcul, de provisionner le complément de cotisation résultant de son bilan et de le déduire en amont du résultat imposable. Ça veut dire que son augmentation de cotisation de RSI va récupérer une partie par la déduction de sa charge fiscale. Et ça peut l'utiliser. Sauf si c'était un bilan négatif, peut-être de sur le fait que quand nous avons auditionné l'ordre des experts comptables, eh bien, je leur ai dit, faites ça. Et le président de l'ordre à l'époque, il a changé entre-temps, peut-être qu'ils ne se sont pas parlé non plus entre leur passation de pouvoir, mais avait pris l'engagement que ces deux choses, limitation de la provision et calcul des charges pour le déduire du résultat fiscal, il avait pris l'engagement de faire une norme comptable pour tous ses clients et de l'appliquer sans augmentation des honoraires. Parce que s'il y a une réticence pour l'auto-liquidation des RSI, c'est bien parce que les commerçants et les artisans craignent que les experts comptables reprendront des honoraires à l'époque. Alors je pense qu'il sera important que le RSI rediscute avec l'ordre des experts comptables pour mettre en place une telle organisation. Et dernière chose... On a bien la preuve que le RSI négocie avec l'ordre des experts comptables. Le RSI, un peu sous notre impulsion, au moment où nous les avons auditionnés, a mis en place une cellule dédiée aux parlementaires pour que les parlementaires puissent se saisir immédiatement de tous les dysfonctionnements en matière de retraite, en matière de recouvrement, en matière de non-réponse, dont ils sont saisis. Et je dois dire que, bien sûr, j'étais le premier informé, je l'ai utilisé largement et avec succès, puisque on a eu la satisfaction de résoudre des cas individuels, mais je pense que peu de parlementaires de ça, parce qu'il y a encore peu de temps, le directeur du RSI me disait que le nombre de saisines qu'il avait constaté en un an ne dépassait pas la cinquantaine. Donc vous voyez ce problème. On ne se parle pas, on manifeste, mais les éléments législatifs, réglementaires, les conventions qui sont mises à disposition, eh bien, on ne communique pas assez, on ne les utilise pas. Alors voilà, j'ai voulu être pragmatique sur mon propos, souligner les grands éléments, mais je le répète, par rapport à ce qu'ont dit les principaux interlocuteurs précédents, à la fois Madame le rapporteur et Madame le ministre, ne mélangeons pas le poids des charges et les dysfonctionnements du RSI. Le dysfonctionnement du RSI, vous l'avez signalé, Madame la ministre, il faut y aller doucement, parce que c'est un navire qu'il faut donner une inflexion en haute mer extrêmement douce. Oui, c'est une course en tête surtout. Et que nous parviendrons dans quelques années à apporter ces solutions. Nous parviendrons dans quelques années. Merci. Quelle honte. Quelle honte. Nous parviendrons dans quelques années, quand il y aura eu 500 morts par an. En tant que médiateur, j'évoquais la faiblesse de l'accompagnement en termes de qualité et des réformes mal préparées ou pas accompagnées. Bien, la parole est maintenant à monsieur le député, monsieur Fabrice Berthier, membre de la Commission des affaires économiques et qui avait remis un rapport au Premier ministre et à Madame la secrétaire d'État. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le Président, Madame la ministre. Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs les conseillers, écoutez, moi de façon un peu improvisée, parce que je n'ai pas préparé mon intervention par rapport au rapport, mais je peux vous dire que nous avons tous les mêmes constats et que je partage l'ensemble de vos préconisations, même si on n'est pas toujours allé sur les mêmes champs. Je crois qu'on s'est tous accordés dans un contexte où le populisme peut faire des dégâts, qu'il faut rappeler systématiquement que ce régime fonctionne grâce à la solidarité nationale par le régime général et que chaque année nous versons 11 milliards, 17 milliards d'euros de taxe de populiste. 11 milliards d'euros de cotisation. C'est pour ça qu'il nous appartient, je crois, nous, parlementaires, à être sérieux quand on peut s'adresser à cette catégorie de population qui est en souffrance, mais à qui on doit rappeler que ce régime est en aucun cas spoliateur. Oui, c'est ça. On est une catégorie de la population. Aux agents de RSI, moi je tiens on a gagné. On a gagné, d'accord. Saluer le travail fait par M. Sellier et les 6000 agents de RSI. Et le quel collabo. de fait
pour le dysfonctionnement qu'ils ont subi et qu'ils n'avaient pas voulu parce qu'ils avaient été très peu associés à l'interlocuteur social unique de 2006. D'ailleurs, moi je suggère, s'il y a ici des gens qui s'occupent de formation auprès des futurs fonctionnaires, de faire de l'ISU un cas d'école. En résumé, comment un énarque pourrait éviter de faire des réformes bâchées, ratées. Il faudrait le croire et le rappeler ce qui a été fait en 2006, parce que très honnêtement, c'est vraiment un cas d'école en matière de réforme dangereuse pour ceux qu'elle était censée représenter. Moi, je voudrais très rapidement revenir sur les propositions que vous avez pu faire, Madame le rapporteur. Sur le recouvrement, je partage votre point de vue. Il faut effectivement être beaucoup plus réactif, proactif sur le milliard d'euros de cotisation, même au-delà qu'on n'a pas pu recouvrir. Une main de fer, mais aussi dans un gant de velours. Je pense qu'il faut éviter ces recours systématiques aveugles d'appel à un huissier et qu'il y a des méthodes pour recouvrir de l'argent qui sont d'abord un appel téléphonique, ensuite une lettre recommandée, c'est très important. Et les errements du logiciel V2 qui a mené un certain nombre de recours à l'huissier parfois injustifiés ont fait beaucoup de dégâts dans cette population et ont contribué sérieusement à détériorer l'image que peut avoir le RSI vis-à-vis des assurés. Oui, et la vie des employeurs, par contre, non. Quoi. On ne peut ignorer, le sénateur Cardou a également insisté ce qui compte là, c'est l'image du RSI. Quoi. Du système d'information, incroyable. Particulièrement celui de la COS. Je crois qu'il n'y aura pas de vraie réforme du RSI tant qu'on n'aura pas sérieusement traité cette question. Le logiciel de la COS continue à générer des erreurs. Et ces erreurs font l'objet parfois de retraitements manuels. C'est de l'informatique assistée par l'humain de la part des agents du RSI. Moi, j'invite à ceux qui vont faire la COS et qui vont appeler un fonds d'économie de réfléchir à l'investissement et les économies générées à terme si on se donnait les moyens d'avoir en fait un système d'information qui fonctionne. Et quand je parle de système d'information à cause, il faut aussi évoquer ceux du RSI. Ils ne fonctionnent pas de façon satisfaisante aujourd'hui et génèrent encore trop d'erreurs que subissent les assurés. Sur l'assiette des cotisations, Fabrice Verdier ne fonctionne pas. C'est un mot important, mais il faut aussi désormais qu'il soit décliné très concrètement. Mais parallèlement, nous faisons à ma collègue Sylvain Delto des propositions en matière de prestations. J'espère que le PLFSS nous permettra d'améliorer un certain nombre de choses. Je pense par exemple au mi-temps thérapeutique ou l'abaissement des jours de carence. Quand on parle de simplification, je salue la représentante de la CGPME, je partage son point de vue sur la question de l'autodéclaration et l'autoliquidation. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais à minima, j'espère qu'on arrivera enfin à l'expertiser pour que, si c'est une bonne solution, on puisse l'expérimenter et de même la décliner. C'est une attente forte de la part d'un certain nombre d'entrepreneurs. Vous parliez d'organisation interne, et c'est important de l'évoquer. Le RSI, c'est 6 000 hommes et femmes qui travaillent dans le deuxième régime de protection sociale de France. Je redis à nouveau que les agents du RSI ont fait un travail important dans des conditions très difficiles. Et une nouvelle fois, je souhaite saluer leur implication. Mais il faut encore s'améliorer. On va le faire à travers les recrutements qui ont été effectués en matière d'accueil téléphonique. Il faudra être vigilant sur les indicateurs. Il faut s'améliorer sur les courriers. Il faut savoir qu'on a une population qui est composite, hétérogène, et que je souhaite, avec d'autres, qu'on puisse enfin comprendre les courriers que nous adresse le RSI. Il faut s'améliorer sur la prise de rendez-vous. Sans déconner. Être plus réactif, peut-être aussi préparer les rendez-vous en amont pour que l'indépendant qui fait 100-150 km parfois puisse être accueilli dans de bonnes conditions et que son dossier soit traité dans la globalité. Il faut en fait, et c'est important, s'améliorer sur la communication. Je faisais, excusez-moi, très rapidement, Jean-Jacques Bourdin hier à 7h10 et j'ai échangé avec un entrepreneur qui expliquait sur Facebook qu'il était en liquidation à cause du RSI. Ce qui, à mon sens, c'est faux, mais en attendant, sa page Facebook avait eu 130 000 visiteurs. Il faut au RSI communiquer et utiliser les réseaux sociaux pour dire nous avons le 3 en 1, ça fonctionne. Nous avons restitué 800 millions d'euros dès le mois de juillet aux assurés. C'est très important. Ça infléchira une image très négative, souvent injustifiée à mon sens. Et enfin, dernier point, de la com. La prévention et l'accompagnement, je partage complètement votre point de vue. Je crois que le premier des rapprochements réels qu'il faudrait faire avec la MSA, même s'il existe déjà, ça serait en matière de prévention, de proximité. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut-être laisse durer une grande réforme dans 10 ou 15 ans.
mais essayons d'aller chercher ce qui se fait bien ailleurs pour le mutualiser et le diffuser sur l'ensemble du territoire pour les assurés du RSI. Sur l'accompagnement, j'avais fait un rapport à l'Assemblée nationale sur cette question. Nos entreprises, on crée autant d'entreprises en France qu'en Allemagne et en Italie, elles vivent moins longtemps, elles grossissent moins parce qu'elles sont insuffisamment accompagnées. J'espère que nous arriverons avec les chambres consulaires à mettre en place parce qu'elles sont étouffées par le RSI, de façon à ce que l'indépendant qui parfois est isolé puisse être ici détecté dans ses difficultés et en tout cas conseillé. Voilà, vous comprendrez que je salue l'excellent travail fait par le Conseil économique et social européen. Et puis en fait, j'espère que vous nous avez pas environnemental. Mais bon, il n'aurait pas été aussi bon. À résonance européenne. Tout à fait. Bah, ça tombe bien, les lois européennes nous donnent raison. Le sénateur Carbou l'a aussi évoqué. On fait des lois, on fait des réformes, mais une fois que les médias sont partis, on laisse les structures vivre avec ces réformes et on a du mal, parce que c'est un travail beaucoup plus discret, moins médiatique, à les évaluer. Moi je souhaite que les vraies mesures proposées par le gouvernement au mois de juillet, les mesures qui vont reprendre de votre rapport ou du rapport de Sylvain Boutour soient évaluées en permanence et qu'on ait un comité de suivi qui permet de dire là nous sommes allés suffisamment vite, là on va passer vite, là ça ne donne pas les résultats escomptés. C'est très important. Je crois que cette population attend de nous de suivre au quotidien l'évolution du RSI. C'est aussi une demande, je crois, qui est partagée par la direction du RSI et le président du conseil d'administration. On a fait de sérieux progrès, il y en a encore beaucoup à faire. C'est très important pour le deuxième régime social de France. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. L'intervention des trois ministres, du président et de vous-même montre qu'on peut avoir des goûts généraux. Ils ne gagnent pas les guerres s'il n'y a pas une bonne intendance et si on n'a pas aussi pensé à l'intendance. La parole est maintenant au groupe. Le premier d'entre eux, UNAF, la parole est à M. Bernard Faréol. Monsieur le Président, Monsieur le Président de section, Madame la rapporteure, chers collègues, Mesdames, Messieurs, ce projet d'avis sur le RSI trace à grands traits les difficultés et les dysfonctionnements du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Vous avez réussi, Madame la rapporteure, à rendre des conclusions dans des délais pourtant très contraints. Au-delà des constats maintenant bien connus car très présents dans les médias, dans les débats parlementaires et dans les instances de contrôle, vous éclairez les décideurs politiques d'une approche qui n'est pas toujours prise en compte la forte évolution de la catégorie hétérogène des travailleurs indépendants avec l'essor des auto-entrepreneurs. Le groupe de l'UNAF vous rejoint dans les préconisations du projet d'avis, même s'il regrette que le temps ait manqué pour approfondir des pistes sur le regroupement du RSI avec d'autres régimes tels que la MSA ou bien encore le régime général. La plus-value du CESE sur ce point aurait peut-être été utile aux arbitrages politiques. Ça sert à rien. La volonté affirmée de simplification dans les préconisations sur le recouvrement doit être suivie des faits. Comment est-il imaginable à ce jour d'avoir deux sites différents pour déclarer des revenus ou des dividendes, entrant pourtant dans l'assiette des cotisations? Si l'assiette unique semble être une mesure de simplification, il reste à en connaître dans le détail l'impact financier des gagnants et des perdants. Le RSI accuse un retard de niveau de protection sociale dû aussi à une faible cotisation, ce qu'il ne faut pas négliger. S'agissant maintenant des droits servis par le RSI, le projet d'avis souligne que la nouvelle assiette unique permettrait de valider 3 trimestres au lieu de 2. Il s'agit bien sûr d'une avancée à saluer. Il conviendrait aussi de s'interroger sur la pertinence de l'exercice d'une activité ne permettant pas de valider 4 trimestres par année d'exercice. Enfin, concernant la révision, pour les conjointes de travailleurs indépendants, les auditions ont révélé de graves difficultés dans la liquidation et le versement. La préconisation demandant une étude de la suppression des conditions de ressources conditionnant le versement d'une pension de réversion complémentaire en lien avec les cotisations correspondantes doit trouver rapidement à se concrétiser. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la rapporteure, pour ce travail et votre aide. Merci, M. Faréol. Au titre de l'actualité, la parole est à M. Thierry Baudet.
Monsieur le Président, Mutualité. Madame la rapporteure, chère Monique, chers collègues, saisi par le président du Sénat le 22 mai 2015 sur les dysfonctionnements du RSI et sur les pistes d'amélioration des services rendus aux cotisants, notre section des affaires sociales et de la santé présente aujourd'hui ses propositions. Ça a été rappelé, le RSI vit depuis la mise en place de l'interlocuteur social unique en 2007 des dysfonctionnements lourds qui amènent une contestation globale de sa légitimité. Depuis 4 ans, pas moins de 5 rapports et 2 missions se sont penchés sur les difficultés du RSI et depuis moins d'1 an, parlementaires et partis politiques n'ont cessé d'intervenir sur le sujet. Dans ce contexte parfois passionné, je tiens tout d'abord à féliciter notre rapporteur qui a su être à l'écoute de tous et de chacun et qui n'a pas cédé à la facilité de reprendre les expressions et solutions parfois trop simplistes qui s'expriment trop souvent à l'extérieur de cette enceinte. Merci également, Madame la rapporteure, d'avoir su reconnaître la qualité de la gestion santé par les organismes conventionnés, sans amalgame, avec les difficultés touchant au champ du recouvrement et de la retraite. Si les difficultés liées au système informatique ne sont pas réglées, le projet d'avis souligne que la gestion des prestations d'assurance maladie déléguées par le RSI a pu être maintenue à un niveau de qualité de service reconnu par les assurés. Vous avez également rappelé que certains organismes conventionnés, et notamment mutualistes, participaient à des programmes de prévention. Cet axe est un élément important car, comme vous le soulignez à juste titre, la santé est paradoxalement le parent pauvre du RSI car ce secteur fonctionne plutôt bien. Or, il est essentiel de mutualiser les actions et les moyens de prévention au service des travailleurs indépendants dont l'activité laisse souvent peu de place à la prévention en matière de santé. La simplification à marche forcée n'étant pas toujours synonyme d'amélioration, le projet d'avis insiste sur la nécessité de mener et d'évaluer certaines expérimentations avant leur expansion et sur le besoin d'expertiser certaines de ces préconisations en matière de faisabilité et de soutenabilité financière. Le groupe de la mutualité ne peut que soutenir ces précautions. Enfin, le projet d'avis fait preuve de réalisme en soulignant la nécessité d'utiliser la Convention d'objectifs et de gestion 2016-2019 pour préparer une nouvelle réforme et éviter ainsi les dégâts liés à la précipitation qui a marqué la réforme précédente. Le projet d'avis a montré une bonne écoute et compréhension de la problématique RSI dans toutes ses composantes. Pour toutes ces raisons, le groupe de la mutualité le votera. Merci, M. Baudet. Au titre de la parole de Mme Catherine Fouché. Monsieur le Président, cher rapporteur Monique Weber, chers collègues, 10 ans après la création du RSI, de nombreux rapports publics ont relevé les dysfonctionnements de ce régime, dans sa gestion comme dans ses relations avec les affiliés. Tous s'accordent avec l'avis sur le constat que la réforme a été précipitée et mal préparée. En cause, l'insuffisante prise en compte des complexités et contraintes techniques. Or, les conséquences de cette impréparation ont été préjudiciables, tant pour les comptes sociaux que pour les assurés. Ces éléments ont fait monter un mécontentement légitime des indépendants à l'égard de leur régime social. De plus, subissant les conséquences de la crise économique, nombreux sont ceux qui ont assimilé leurs difficultés à faire face au poids des charges avec les dysfonctionnements du RSI, alors pourtant que le régime ne fait qu'appliquer le niveau des cotisations fixé chaque année par le Parlement. Toutefois, depuis 1 an environ, la situation s'est améliorée. Comme l'atteste la forte baisse des réclamations. Ces évolutions sont le résultat notamment du travail en commun avec les réseaux du RSI et de l'URSSAF. Pour autant, la situation est loin d'être totalement satisfaisante et stabilisée, et nombre d'insuffisances sont encore à régler. Tout d'abord, des progrès restent à accomplir sur l'efficience du régime et la lisibilité de son fonctionnement. Cela implique de clarifier les rôles et les responsabilités des 2 réseaux dans la chaîne de recouvrement,
afin d'éviter notamment les allers-retours de dossiers qui sont autant de sources d'erreurs dont pâtissent les cotisants. Or, pour atteindre cet objectif, il faut enfin s'attaquer à la refonte des systèmes informatiques et à leur interopérabilité et donc y consacrer des moyens à la hauteur des besoins. En second lieu, il convient d'améliorer le taux de recouvrement des cotisations tout en prenant en compte la situation des chefs d'entreprise connaissant de réelles difficultés, surtout dans le contexte économique actuel. Il importe par ailleurs de poursuivre la recherche d'une plus grande qualité de service aux assurés, quelle que soit leur situation géographique. Sur cette question, nous partageons l'idée d'expérimenter la mise en place de personnel itinérant dans certaines zones éloignées du casque régional. Il faut enfin mieux accompagner les porteurs de projets et les sensibiliser aux problématiques de gestion, afin qu'ils ne sous-estiment pas les obligations qui seront les leurs une fois l'entreprise créée. Le présent avis avance également d'autres pistes d'évolution concernant les prestations proposées aux assurés du RSI. Le groupe de l'artisanat se félicite de la prudence qui accompagne ces propositions, suspendues à des études d'impact préalables. En effet, les simplifications ou avantages apparents peuvent aussi être source de complexité ou de charges supplémentaires. Or, de tels risques ne sauraient être sous-estimés dans une période où commerçants et artisans connaissent une baisse de chiffre d'affaires depuis 3 années consécutives. Pour conclure, nous reconnaissons que cet avis a su dresser un constat complet et articuler ses propositions autour de la double priorité de simplification et de service aux cotisants. Tout comme l'avis, nous considérons en effet qu'il n'est pas opportun aujourd'hui de nier la pertinence d'un régime dédié aux travailleurs non salariés non agricoles, mais plutôt de rechercher la meilleure efficience possible d'un tel régime. Nous voterons donc l'avis. Merci, Mme Touchet. Au titre de la CFTC, la parole est à M. Michel Cotillon. Les problèmes que pose le RSI sont graves, notamment par les conséquences qu'ils entraînent et la mobilisation qu'ils suscitent, que nous avons vu hier. Le groupe de la CFTC salue la démarche du président du Sénat d'avoir saisi le CESE sur ce sujet. Nous constatons qu'un facteur important de la situation se trouve dans la façon dont a été fondée cette institution. Le choix de créer un régime pour les indépendants par fusion de régimes différents, ceci en dehors du régime général, pose en soi des questions, ne serait-ce que par rapport à la viabilité du régime et à l'aspect universel de la cotisation sociale, question que posait d'ailleurs le sénateur Cardou tout à l'heure. Pour la CFTC, une autre question extrêmement utile mériterait d'être approfondie par le monde politique. La création du RSI et de l'interlocuteur social unique répondait à une très bonne idée. Regrouper plusieurs régimes et permettre aux adhérents d'avoir un seul interlocuteur. Comment cela a-t-il pu se transformer en catastrophe industrielle, pour reprendre les termes de la Cour des comptes? C'est bien dans la façon de légiférer que se trouve une des causes essentielles de la situation. Une étude préalable probablement lacunaire, une incapacité politique de conduire de vraies études d'impact, ou un manque de volonté d'ailleurs, gestion dans l'urgence de la situation qui dérivait depuis longtemps, tout cela a conduit le législateur à créer une situation catastrophique, tout en ne prenant pas en compte la complexité de ces opérations. Le problème s'est d'ailleurs retrouvé dans d'autres domaines comme l'emploi, la protection sociale. On peut citer par exemple celui de la communication entre fichiers, ne serait-ce que par l'absence de clés communes et d'architecture des systèmes non adaptés à cette nécessité, même si, dans certains cas, il y a une volonté réelle de mise en commun des informations. La CFTC approuve les propositions de l'avis qui répondent à beaucoup de problèmes soulevés par le RSI. Celles relatives à la formation des personnes concernées sont très importantes, mais l'aspect accompagnement nous paraît à privilégier pour ceux qui n'en auront ni le temps ou pas l'envie et n'en voient pas l'importance. Reste la question du financement qui n'est pas traitée mais qui se posera. La formation des agents est aussi également très importante pour la recherche de solutions. La simplification des calculs et des démarches sont essentielles.
Elles ne sont malheureusement pas suffisantes pour régler le problème de la capacité de certains indépendants à gérer leur entreprise et à développer une activité suffisamment rentable pour en assurer un revenu suffisant et une protection sociale correcte. Elle ne répond pas non plus à l'incompréhension des adhérents qui, voyant la part élevée de leur chiffre d'affaires appelé en cotisation, estiment trop payer. La poursuite de la simplification est essentielle, mais elle ne doit pas sous-estimer la complexité actuelle pour ne pas conduire à de nouvelles impasses techniques. Le groupe de la CFTC estime aussi que la priorité est bien de régler les dossiers en souffrance et encore plus d'améliorer les relations de l'institution avec ses adhérents. Elle votera l'avis. Merci, M. le Président. Au titre de l'UNSA, la parole est à Mme Christine Dupuis. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Mesdames et Messieurs, chers collègues. La situation du RSI est notamment la conséquence de décisions précipitées dans un délai de mise en œuvre raccourci à l'extrême. Une fois de plus, le décideur politique a confondu vitesse et précipitation. Il serait temps de prendre conscience que le temps politique doit devenir le temps opérationnel. L'UNSA partage la notion de catastrophe industrielle employée par la Cour des comptes. Il est donc urgent de stabiliser la situation du RSI. Cela passe par une simplification que préconise le rapport et que nous soutenons. En matière d'assurance maladie, les procédures d'ouverture des droits doivent permettre d'intégrer les ressortissants du RSI dans une action globale de simplification qui renforce le caractère universel de cette couverture. Le rapport fait de la prévention un enjeu majeur. L'UNSA se félicite de l'importance accordée à ces actions. Nous soutenons les préconisations en matière de ressources humaines et pointons, comme le rapport, la nécessité de meilleure écoute des salariés, notamment par leur présence dans les conseils d'administration des caisses du RSI, comme c'est le cas dans d'autres institutions. Par ailleurs, il serait utile de favoriser un adossement sur certains sujets au régime général, non pas pour aller vers un régime unique, mais pour profiter des savoir-faire et faciliter les mutations interrégimes qui tendent à se multiplier. Pour toutes ces raisons, l'UNSA votera le rapport. Merci, Madame la Ministre. Au titre de la CGT, la parole est de Madame Jacqueline Farache. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, cela fait de nombreuses années que le RSI fait parler de lui. Il est issu du régime de protection sociale des travailleurs indépendants, construit après celui de la sécurité sociale et dans laquelle ces catégories professionnelles ont refusé de s'inscrire. Le choix du niveau de cotisation décidé par les représentants de ces catégories ne permet pas une couverture sociale de même ampleur et du même niveau de qualité que celui des salariés. Salariés qui, par leurs luttes successives, ont permis la conquête d'une couverture sociale significative. Régime, dès l'origine, éparpillé dans sa gestion dans plusieurs organismes, il présentait des fragilités dont ses assurés étaient conscients. Unifier, simplifier, améliorer les droits sont devenus des aspirations de plus en plus partagées, d'autant que les pouvoirs publics devenaient pressants. Cette dernière réforme du régime des indépendants s'est opérée tardivement dans un contexte économique en crise, caractérisé par les destructions d'activités industrielles, de délocalisation, de dumping social à l'intérieur même de l'Europe, d'une financiarisation dangereuse de l'économie. Les conséquences sont connues. Croissance en berne, montée dramatique du chômage, de la précarité, des inégalités, blocage des salaires et pensions qui aboutissent à un affaiblissement généralisé de la couverture collective en matière de sécurité sociale, amputée de recettes essentielles. La crise du RSI n'échappe pas à tous ces paramètres. Le projet d'avis met en lumière la précarisation d'un bon tiers des assurés du RSI qui porte atteinte à l'équilibre conceptuel et financier du régime, bousculé par l'arrivée massive des auto-entrepreneurs,
dont les revenus moyens mensuels sont de 460 € contre 3100 € pour les autres indépendants. 3100 €. Précipitation, insuffisance de moyens pour la préparation de la réforme, y compris technique, les injonctions ministérielles de l'époque ont abouti à un fiasco opérationnel, plongeant une partie des 2,8 millions de cotisants dans des difficultés pour certaines kafkaïennes. Comme le démontre le projet d'avis, le redressement de la situation est en cours. Il serait préjudiciable à ce processus que de nouvelles décisions inadaptées soient imposées, telles qu'un recentrage inadéquat sous 13 caisses régionales, la suppression d'un emploi sur 2, une sous-estimation des moyens pour la modernisation et l'adaptation des outils informatiques. De tels projets seraient de nature à détruire tous les efforts déployés par des équipes dirigeantes et des personnels dont le professionnalisme et l'attachement à leur métier ont participé au sauvetage. La CGT est réservée sur certaines propositions, par exemple la réforme d'assiette, l'autocalcul et liquidation des cotisations, mais le projet d'avis porte aussi de nombreuses préconisations visant à conforter et améliorer la gestion du régime et les relations avec ses ressortissants. En conséquence, la CGT votera l'avis. Merci Madame Montserrat. Au titre de la CGT, je donne la parole à M. Joseph Belanca. Ah ouais, on reste tout à l'heure. Je vous paye au champagne. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, le projet d'avis détaille à juste titre la complexité du RSI et de ses dispositions. De manière générale, les recommandations de l'avis vont dans le bon sens. Se concentrer sur la simplification des procédures et des systèmes d'information facilite le droit des assurés et les ventes équitables. Si les cotisations sociales travailleurs indépendants sont plus faibles que celles applicables aux salariés, leurs prestations s'en trouvent également amoindries. Cela montre que baisser le niveau des cotisations n'est jamais la solution quant à la prise en compte de la solidarité pour les aléas de la vie. L'accompagnement au moment de l'installation des travailleurs indépendants est une piste à privilégier pour permettre l'ancrage et le maintien des entreprises ou des cabinets ouverts par ces derniers. De ce point de vue, le renforcement de la formation des travailleurs indépendants est un enjeu. Les mesures d'accompagnement recommandées concernant le dépistage précoce des difficultés financières comme des risques psychosociaux auxquels les travailleurs indépendants peuvent être soumis sont bienvenues. L'enquête proposée par le projet d'avis lors des premières années d'installation est pour le groupe Force ouvrière une nécessité. Au-delà, il faut organiser le suivi des travailleurs indépendants. Enfin, nous partageons les recommandations formulées quant aux conditions à remplir avant toutes les restructurations du nouveau régime. Nous pensons même que la réforme de trajectoire pose plus une question de faisabilité qu'une question de date de mise en place. De même, il faut éviter et cesser cette logique de réduction des effectifs, car la plupart des caisses du RSI ont des besoins réels et importants, tant en termes de moyens humains que financiers. Dans le cadre du RSI, comme ailleurs, le personnel ne doit pas être la variable d'ajustement des frais de gestion. Le projet d'avis du RSI inscrit dans un sujet beaucoup plus large, qui est notamment à voir avec la substitution du salariat avec une nouvelle forme de travail, ce qui nécessiterait un avis à part entière. C'est également en rapport avec le débat ouvert par le gouvernement au motif du numérique, voire du régime universel. Force ouvrière réitère sa position selon laquelle le modèle RSI ne serait être l'évolution du régime général des salariés. En dépit des réserves que nous venons d'exprimer, l'avis propose bien des problématiques du RSI et les recommandations prises dans leur ensemble vont dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe Force ouvrière émettra un avis sur ce texte. Il n'est pas de coutume de faire une déclaration, notamment le parlementaire, lorsqu'ils ne sont pas là. Mais ça aurait bien fallu, en tant qu'administrateur de la Poste, et je ne suis pas le seul dans cette salle, effectivement répondre peut-être à quelques simplifications qui ont été faites vers la. Merci, M. Bélanca. On lui fera passer le message. Au nom des entreprises, la parole est à Mme Geneviève Roy. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers amis,
Mesdames et Messieurs les conseillers, s'il y a une question qui préoccupe les travailleurs non salariés, c'est bien celle du RSI. Ces dernières années, le régime du RSI a cristallisé de nombreuses critiques et rancœurs de la part des chefs d'entreprise qui y sont affiliés. Car si tous n'ont pas de difficultés, les dysfonctionnements sont nombreux. Nos organisations sont extrêmement sensibles à ce sujet car nos représentants sont quotidiennement impliqués pour accompagner ceux qui sont confrontés à ces complexités et qui vivent parfois de véritables drames professionnels et personnels. Nous avons d'ailleurs à plusieurs reprises tiré la sonnette d'alarme pour faire en sorte que la situation s'améliore et sur certains points, il y a eu des avancées. Pour autant, le régime ne fonctionne pas encore comme il le devrait et les marges d'amélioration sont grandes. Pourtant, malgré ces difficultés, les travailleurs non salariés sont attachés à leur régime et souhaitent qu'il perdure. Tout ceci explique certainement que nous avions été exigeants avec la rapporteure lors de la rédaction de l'avis. Et je tiens à la remercier pour son écoute, en section, mais aussi en dehors, et ceci dans des délais particulièrement contraints. La technicité de ces sujets n'a toujours pas facilité les débats, et notamment sur un point qui a soulevé de nombreux débats et auxquels nous sommes, nous, CGPME et le groupe, particulièrement attachés. Il s'agit de l'autodéclaration et de l'auto-liquidation des cotisations. Nous sommes donc satisfaits que le texte reprenne le principe d'une expérimentation d'autoliquidation, mais nous regrettons vivement l'énumération des inconvénients d'une telle procédure, avant même sa mise en œuvre, sans qu'il soit contrebalancé par ces nombreux avantages pour l'indépendant et l'État, comme une meilleure cohérence et fluidité dans le paiement et le traitement des cotisations, une gestion des contentieux améliorée et au final, moins de contentieux injustifiés. De plus, le fait que si l'expérimentation se révélait positive, la mise en œuvre ne soit qu'optionnelle ne nous semble pas cohérent. Nous soutenons l'essentiel des autres propositions, notamment celles qui vont dans le sens d'une meilleure information et d'un accompagnement renforcé, même si nous aurions pu aller plus loin et notamment évoquer les questions de gouvernance. Comme je l'ai précisé précédemment, cet avis est important pour nous car les préconisations faites concernent directement plus de 2 millions de cotisants chefs d'entreprise et plus de 6 millions de ressortissants. Nous en attendions beaucoup et même si nous regrettons que l'avis ne réponde pas complètement à la CCI sénatoriale, le groupe des entreprises votera favorablement l'avis. Merci Madame Roy. Au titre de personnalité qualifiée, la parole est à Madame Annick Leroux. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, tout d'abord, toutes mes félicitations au rapporteur, qui, compte tenu des délais impartis, a sacrifié une partie de ses vacances à cet avis. C'était quand même pas courant en politique. Remerciements également aux administrateurs. L'avis est complet. Les préconisations très nombreuses et étayées. Souhaitons qu'elles soient prises en compte très rapidement. Vous me permettrez une opinion que je me suis forgée en organisant mes propres réunions terrain, tant le sujet que je ne connaissais pas m'intéressait. Renaud Dutreil, après tout, c'est lui, a pu sauver 3 organismes en faillite. Il l'a fait dans la précipitation, en les regroupant, sans fonds propres et en gardant tout le personnel. C'était donc mal parti. Le RSI s'adresse à une population qui est loin d'être homogène et où l'emploi, confronté à l'explosion du chômage, incite les chômeurs à créer leurs propres entreprises, mais sans l'accompagnement nécessaire et en ne tenant pas suffisamment compte des capacités de gestion de chacun. L'on peut être un excellent technicien et ne pas être fait pour être patron. Les auto-entrepreneurs en particulier n'ont pas les moyens d'avoir un expert comptable. Voici quelques questions posées par les interlocuteurs, souvent très en colère, voire désespérés. Pourquoi n'avons-nous jamais de réponse à nos mails, à nos lettres commandées? Pourquoi, par téléphone, tomberons-nous sur des interlocuteurs qui n'ont pas de réponse? Pourquoi sommes-nous victimes de radiation abusive lors d'un changement de statut et que le RSI nous perd? Et la liste est longue, mais comme j'ai que 3 minutes, j'arrête.
Radiation abusive. Oh, quel bonheur. Vos interlocuteurs ne sont pas compétents. Ils ne sont pas au courant. La main droite ignore ce que fait la main gauche. Vous questionnez le RSI, alors que c'est l'URSSAF qui vous a envoyé les documents sur papier en tête RSI. Le comble et l'incompatibilité entre le système informatique. Problème connu pourtant et non résolu depuis 8 ans. Dans le rapport remis au Premier ministre hier, l'on peut lire, page 14, je cite, « Il est à craindre qu'une part non négligeable de dysfonctionnement soit appelée à perdurer tant que l'architecture des systèmes d'information ne sera pas totalement revue et transformée. » Effrayant, quand on sait que l'auteur de ce rapport, en répondant à ma question sur le pourquoi, a dit, je cite, « Madame, ce n'est pas un petit député qui va pouvoir faire plier les responsables de ces grandes structures qui tiennent à leur précaré. Combien de faillites, de dépressions, de suicides faudra-t-il encore dénombrer pour que le pouvoir, quelle que soit sa couleur, je vous rassure, intervienne fermement auprès de ces hauts fonctionnaires? Trop de personnel dans les bureaux, des locaux somptueux comme ceux de New York, et pas assez de monde sur le terrain. Le projet Trajectoire 2016-2020 devrait attendre. L'on ne construit pas sur du sable mouvant. Il convient de consolider d'urgence les fondations défaillantes du RSI. Je vote le dossier. Merci, Madame Blanchette. Au titre de la CFDT, mais aussi des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, la parole est à Madame Catherine Payas. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, en 2006, la création du RSI avait pour objectif une simplification permettant d'offrir un régime regroupé tout en préservant la spécificité des travailleurs indépendants et de leurs ayants droit. L'impréparation du projet, né de compromis ambigus soutenus par la tutelle, ne pouvait permettre l'efficacité organisationnelle et la qualité du service attendu. Le contexte économique difficile amplifie les difficultés rencontrées par les assurés du RSI, population très hétérogène tant sur le plan sociologique qu'en termes de statut. Malgré la mise en place de l'interlocuteur unique afin de simplifier les relations de l'assuré avec les différents intervenants en charge de sa protection sociale, le partage des tâches contribue à brouiller l'image du RSI. La CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse soutiennent toutes les préconisations visant à une réelle simplification, tant pour les assurés que pour les personnels du RSI. Le RSI, dont le taux de recouvrement des cotisations n'est pas satisfaisant, doit mettre en œuvre une stratégie associant une procédure de recouvrement amiable pour prendre en compte les difficultés liées à la crise de 2008 et un recours à la procédure de taxation d'office renforcée afin de dissuader toute dissimulation de revenus. Cette stratégie doit s'accompagner d'une politique de contrôle systématisée fixée par les conventions d'objectifs et de gestion. C'est pourquoi nous approuvons la préconisation visant la mise en place d'une véritable stratégie de recouvrement dont la clarification des courriers apparaît comme l'une des mesures prioritaires. Ainsi, la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et des mouvements de la jeunesse soutiennent la préconisation visant le passage à l'assiette unique. Cette mesure simplifiera le recouvrement et permettra compréhension du système pour les assurés tout en facilitant le travail des salariés. Nous soutenons également l'ensemble des préconisations relatives à la révision des systèmes d'information. En effet, le calcul des cotisations effectué à l'aide de l'outil SNV2 de l'URSSAF, conçu à la base pour du recouvrement de masse.
et les différents systèmes d'information du RSI qui peinent à communiquer ensemble, à évoluer, à être adaptés pour suivre les évolutions législatives et réglementaires, même si la mise en commun des ressources entre le RSI et les URSSAF via les cellules mixtes ont permis de gagner en efficience, continuent à poser problème. Depuis 2009, les auto-entrepreneurs représentent plus de 30% des nouveaux assurés. Nous ne nions pas qu'une forme d'entrepreneuriat de nécessité liée aux politiques de lutte contre le chômage existe, ce qui n'est pas sans poser problème. Pour autant, ce statut permet notamment à des jeunes de s'investir dans de nouvelles activités de service aux entreprises, en particulier dans le domaine du numérique. La CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse pensent que cet essor doit être pris en compte. S'il est nécessaire d'accompagner le travailleur indépendant lors de la création de son entreprise ou tout du long de l'exercice de son activité, l'accompagnement du RSI doit continuer de porter sur les seuls aspects relatifs à la protection sociale et à sa santé. Nous soutenons donc les préconisations en matière d'alerte sur la dette sociale et de prévention, mais nous ne sommes pas favorables à une mutualisation des services médicaux avec ceux d'autres organismes de protection sociale. Bien que le régime peine à trouver une certaine stabilité, le RSI élabore un nouveau projet de restructuration trajectoire. Cette réorganisation s'annonce alors que des campagnes de dénigrement du RSI menées par des associations d'artisans, commerçants et indépendants se servant des dysfonctionnements non résolus pour mettre en cause les régimes obligatoires de sécurité sociale et l'obligation de solidarité nationale. Les 6 000 salariés du régime sont soumis, depuis sa création, à des incertitudes quant à leur avenir et à des conditions de travail dégradées. Ils ne doivent pas être les otages des difficultés de gouvernance rencontrées par le régime, ni de l'absence de moyens pour réaliser les missions auxquelles ils sont attachés. Les 6 000 salariés du RSI sont plus importants que les 3 millions de travailleurs indépendants. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre. Dans la prochaine COG est l'une des conditions de la stabilisation du RSI. Nous soutenons également la préconisation visant à permettre aux salariés d'avoir des représentants dans les conseils d'administration, comme dans le régime général ou à la MSA. Cependant, nous regrettons que les délais impartis à la section n'aient pu permettre d'engager une réflexion plus globale. En effet, après les travaux du CESE sur l'investissement social, la situation des jeunes, cet avis relatif au RSI montre la nécessité pour notre Assemblée de prendre à bras le corps la question de l'adaptation de notre système de protection sociale pour en garantir la pérennité. Vous l'aurez compris, la CFDT et le groupe des organisations étudiantes et mouvements de la jeunesse voteront l'avis. Merci Madame. Au titre de la coopération, la parole est à M. Christian Arquero. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, cher Monique et chers collègues, nous avons été saisis fin mai sur un sujet que nous savions très technique pour rendre un avis avant fin décembre. Je voudrais saluer tout de suite le travail tout à fait remarquable de Monique Weber et de nos administrateurs du CESE, bien sûr, qui ont vraisemblablement passé des vacances studieuses pour assurer les auditions et structurer le projet d'avis. Il faut également saluer l'initiative du Sénat, qui a saisi le CESE sur un sujet d'une actualité brûlante, confirmant ainsi la très grande utilité de notre rôle spécifique lorsqu'il s'agit de rendre un avis consensuel, débattu par les composantes de la société civile. Même si le rapport de l'Assemblée nationale au Premier ministre sur le même sujet a pu un instant nous faire craindre d'arriver trop tard. Mais bon, à ce sujet, nous avons eu l'occasion de prendre connaissance, après la fin de nos travaux, du rapport de messieurs les députés, Madame Sylviane Gulto et Fabrice Verdier, et vu le comparatif entre leur rapport et puis le nôtre, et on
on constate une identité de vue pour l'essentiel, et pour le reste, une complémentarité. C'est un avis sage et très sérieux qui répond aux demandes du président du Sénat, M. Gérard Larcher, éclairer le débat sur une éventuelle réforme du RSI et sur les modalités de la protection sociale et de développement, et définir des pistes d'amélioration. Monsieur et Madame le rapporteur, ce qui a été fait. Je ne crois pas utile d'entamer ici une longue exégèse de nos débats ou du projet d'avis. Il suffira que nous annoncions tout de suite le soutien du groupe de la coopération. Nous approuvons en effet les préconisations pour la simplification des modes de calcul des cotisations et de leur mode de recouvrement. Nous avons bien noté que de gros efforts devraient être faits sur l'architecture et la modernisation des systèmes d'information, sans lesquels la facilitation de l'exercice de leurs droits par les adhérents du RSI serait vaine. Nous pensons que la prévention en matière de maladie professionnelle, d'accidents de travail, etc., Nous pensons que la prévention en matière de maladie professionnelle et d'accidents du travail est un enjeu majeur, tout comme l'accompagnement des travailleurs indépendants dans les phases critiques de la vie de leur entreprise. La contrainte de temps ne nous a pas permis de chiffrer toutes nos préconisations. Aussi est-il important de rappeler que des expérimentations préalables à leur mise en œuvre généralisée sont absolument indispensables, tout comme le suivi régulier d'indicateurs de qualité, tant pour le service des prestations que pour la collecte des cotisations. Moyennant quoi, le groupe de la coopération réitère l'expression de son soutien à ce projet d'avis. Merci, M. Ardian. Au titre des professions libérales, la parole est à M. Bernard Capdeville. La parole est à M. Bernard Capdeville. Je sais bien qu'on parle des indépendants, mais manifester son indépendance à ce point-là. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le régime social des indépendants a connu le déboire depuis sa création, qui tend toujours eu de corriger les erreurs de calcul de cotisation, des retards de versement de retraite, un non-suivi des dossiers, des harcèlements administratifs, etc. Entachant ainsi la réputation d'un régime qui se voulait à l'origine un régime simplifié. L'intention était louable, mais c'est oublier que la population conservée des artisans, des commerçants et des professions libérales est en perpétuelle évolution. En ce qui concerne les professions libérales, de nouveaux métiers viennent s'ajouter aux métiers traditionnels, témoignant d'une aspiration vers l'exercice des professions libérales, bien au-delà du périmètre traditionnel des professions réglementées. Plus de 50% aujourd'hui sont de nouveaux métiers. Nous sommes dans une évolution qu'on ne maîtrise pas. Les dysfonctionnements constatés ne doivent pas pour autant justifier des comportements inacceptables. Nous condamnons ceux qui remettent en cause le principe même de la solidarité. Nous regrettons qu'environ 800 professionnels libéraux aient cessé de cotiser. En matière de recouvrement, la procédure employée doit en conséquence largement privilégier la médiation au détriment des recouvrements forcés. Pour information, le taux de reste à charge le taux de reste à recouvrer pour le RSI dans son ensemble est de 17%, mais il n'est que de 4% pour les professions libérales. Avant d'apprécier la pertinence des recommandations de l'avis, nous tenons à rappeler deux spécificités propres à nos professions libérales. Le RSI assure la gestion de l'assurance maladie, prestations maladie et maternité, sans les indemnités journalières pour les professions libérales, pour tous les indépendants, sauf les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, lesquels sont gérés par le régime général. Sachez que les professions libérales sont contributeurs nets au régime des indépendants, puisqu'elles ne consomment en prestations maladie qu'un peu plus de la moitié de leur cotisation. Le RSI assure également la gestion des cotisations vieillesse et invalidité décès pour les indépendants, les professions libérales étant pour certaines gérées au niveau d'une caisse autonome. Sachez que nos caisses de retraite fonctionnent bien et il convient donc de les préserver. Vous comprendrez pourquoi nous sommes hostiles à l'idée de réintégrer l'ensemble du régime maladie dans le régime général et à l'idée de rapatrier l'ensemble de la retraite au RSI. L'UNAPL est favorable à une simplification, car la complexité est réelle, mais à vouloir trop simplifier,
ne risque-t-on pas de reproduire des dysfonctionnements? Nous sommes ouverts à l'idée d'une réforme du RSI et à une nouvelle modalité de protection sociale des indépendants, mais pas avant d'avoir consolidé le système actuel. La plupart des préconisations vont dans ce sens. En ce qui nous concerne, nous plaidons pour une meilleure coopération ou coordination entre les différents régimes avec un cahier des charges identique tout en respectant les spécificités de chacun. Chacun doit prendre conscience qu'une carrière professionnelle repose de plus en plus sur une trajectoire complexe, prenant appui sur différents métiers, sur différents statuts. Cela doit nous inciter à réfléchir à un système simplifié qui permette des passerelles entre les professions sans pour autant gommer les spécificités de chacun et fragiliser ce qui marche bien. Très attachés à le régime social, les professions libérales demandent qu'on reconnaisse la spécificité de leur travail indépendant, de ses contraintes, de ses propres risques et de son hétérogénéité. C'est le cas de cet avis, c'est pourquoi le groupe des professions libérales le votera. Merci M. Gabriel. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à M. Michel Lamy. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chère Monique, mes chers collègues, nous ne pouvons que nous féliciter du fait que de plus en plus le Parlement saisisse notre Assemblée de sujets qui intéressent au plus haut point la vie des Français, et on l'espèce plus particulièrement un des régimes de protection sociale pris dans notre sécurité sociale au sens large. Pour autant, il faut bien le dire, les conditions de réalisation de ce projet de vie en pleine période estivale n'ont pas été les meilleures au regard de l'importance du sujet. En confiant à Monique Weber la fonction de rapporteur sur le régime social des indépendants, RSI, la section de la santé et des affaires sociales a fait le bon choix. Au regard tant de son parcours au sein de la sécurité sociale que de sa capacité d'écoute, d'analyse et de travail, notre appartenance au même groupe pourrait laisser croire que cette éloge est convenue. Il n'en est rien, il y a tout ce qu'il y a de plus objectif. Car en effet, le sujet du RSI n'est pas simple à aborder. Il s'est donc agi d'en poser les tenants, les aboutissants dans un contexte tendu, pour ne pas dire conflictuel. Entre certains assurés sociaux, organisations patronales et le RSI mis en place en 2006 fusionne 3 régimes de sécurité sociale ayant chacun une forte personnalité enracinée dans l'histoire sociale. Mais dans toutes les opérations de simplification de la géographie administrative, notamment en matière de la sécurité sociale, il faut accepter par avance d'avoir à arbitrer des conflits d'intérêts, tant parmi les administrateurs élus, qui représentent des professions indépendantes dans les conseils d'administration, qu'au sein des différentes catégories d'agents salariés au poids des caisses, dans les caisses. Dans le cas particulier de la sécurité sociale des professions indépendantes, ces difficultés ont été rendues plus aiguës en raison de l'éclatement des compétences pour le recouvrement des charges sociales des travailleurs indépendants. Depuis plusieurs années, le RSI est l'objet d'une grogne durable. Les travailleurs indépendants se plaignent des dysfonctionnements et du niveau de cotisation sociale. La Cour des comptes qualifie le RSI de catastrophe industrielle. Un rapport d'information du Sénat évoque la crise de confiance des travailleurs indépendants envers le RSI. Plus récemment, le gouvernement a nommé 2 députés en mission parlementaire sur le sujet, dont le rapport a été rendu public hier. Au-delà des dysfonctionnements bien réels, mais en partie en voie de résorption, les préconisations formulées dans le projet d'avis vous permettent, selon la CFE-CGC, dès lors qu'elles seront mises en œuvre, une réelle amélioration des relations entre les assurés et le RSI. De plus, elles devraient permettre au RSI de perdurer à côté des 2 autres principaux régimes. Aussi, la CFE-CGC votera le présent avis et invite notre Assemblée à poursuivre cette réflexion sur l'avenir de notre système de sécurité sociale. Merci, M. Lamy. Au titre de l'agriculture, la parole est à M. Gérard Pellade. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le Président Quevillon, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Je vous remercie, Madame la rapporteure, d'avoir produit en un temps très contraint un avis documenté contenant des préconisations utiles à l'amélioration du service que le RSI doit délivrer à ses ressortissants. La création du RSI et de l'interlocuteur unique social
avait pour ambition affichée de faciliter considérablement les relations des professions indépendantes avec les organismes gérant leur protection sociale. Les compromis institutionnels ont abouti paradoxalement au maintien d'une compétence partagée en matière de recouvrement et à des choix techniques inadaptés qui seront qualifiés de catastrophe industrielle par la Cour des comptes dans son rapport 2012. Depuis la création du régime en 2006, les travailleurs indépendants sont confrontés à d'importantes difficultés, en particulier en matière d'appel de recouvrement des cotisations, mais aussi d'accès à leurs droits. Ce qui explique l'incompréhension, le mécontentement, voire la colère des assurés du RSI. Il n'est nullement ici question de remettre en cause l'existence du régime social des indépendants, bien au contraire. Nous tenons d'ailleurs à condamner avec la plus grande fermeté ceux qui, par opportunisme et démagogie, appellent à la désaffiliation du RSI et de la sécurité sociale en général et se mettent en infraction des règles communautaires et nationales, s'affranchissant ainsi du pacte social qui nous unit. L'objectif qui nous anime tous, et en particulier le groupe de l'agriculture qui soutient les régimes professionnels, est bien de conforter le RSI en lui permettant de fournir une couverture sociale de qualité et un accompagnement adapté aux spécificités des travailleurs indépendants. Malgré les améliorations notables, de nombreux progrès restent à accomplir. Les propositions de notre avis, en mettant l'accent sur la prévention, l'amélioration de l'accompagnement des personnes assujetties et la simplification du calcul des cotisations, ainsi que des modalités de recouvrement, vont dans le bon sens et devraient permettre d'améliorer le service aux assurés. Pour autant, ces préconisations sont des mesures à court terme. Nous aurions souhaité que l'avis propose des réformes structurelles, comme l'y invite la lettre de saisine. Par exemple, nous aurions dû reprendre et soutenir les propositions de restructuration et de simplification concernant le régime des professions libérales, 800 000 assurés, présentées par la CIPAV. De même, nous regrettons que l'avis n'aborde pas, comme le suggère un rapport EGAS-IGF, la reprise par la sécurité sociale de l'activité des organismes conventionnés qui interviennent dans le versement des prestations d'assurance maladie du RSI. Des réformes permettant de dégager des économies substantielles sont pourtant possibles et celles-ci donneraient au régime de nouvelles marges de manœuvre financières pour améliorer son fonctionnement général. Pour toutes ces raisons, le groupe de l'agriculture partagera son avis. Merci, M. Bellard. Enfin, dernier orateur inscrit au titre du groupe Environnement et Nature. La parole est à Mme Pénélope Vincent Suite. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, les auditions ont souligné une diminution sensible des problèmes majeurs liés au RSI. Pourtant, des milliers de personnes défilaient hier contre les dysfonctionnements persistants de ce régime. Pour des raisons historiques, nous nous trouvons en France avec une multitude de régimes de protection sociale. Non seulement les règles de cotisation sont différentes, mais les prestations ne sont pas identiques. Le RSI est souvent perçu comme opaque, voire kafkaïen. En laissant perdurer un système qui collecte moins de cotisations et fournit moins de prestations que le système général, ne sommes-nous pas en train d'accepter une France à plusieurs vitesses? Dans la perspective d'un nombre croissant d'auto-entrepreneurs, cette situation a vocation à se complexifier encore. Pourtant, l'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme que toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale. En tant que membre de la société. N'est-ce pas le moment de repenser notre système de protection sociale? La nature du travail change, le nombre d'indépendants augmente et le nombre de salariés baisse. Un individu ne fera plus toute sa carrière professionnelle dans un seul métier, avec un seul statut, salarié ou indépendant, dans la même entreprise et dans le même environnement géographique. Sans parler de la naissance du consommateur-producteur et le développement de la consommation collaborative. Il est donc légitime de se demander si tout le poids du financement de la protection sociale doit continuer à peser essentiellement sur le travail. Le groupe Environnement et Nature
considère qu'il est temps d'entamer le transfert partiel de ce poids vers d'autres assiettes, comme celles relatives à l'utilisation des ressources naturelles et autres impacts sur l'environnement. Allons au fond de cette réflexion et posons enfin les vraies questions. Nous remercions la rapporteure de son travail efficace et nous voterons ce projet d'avis. Merci madame. On m'avait prévenu, hein, comme ça tout le temps. Ensuite. L'ensemble du groupe s'étant exprimé, et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote, je déclare donc le scrutin. Et il n'y a pas d'amendement sur le texte que je vais déposer, donc je déclare le scrutin ouvert. Moi je vais descendre avec toi. Hein?